va donc reprendre. Alors, après cette pause, nous avons désormais le plaisir d'accueillir un intervenant en visioconférence qui se prénomme Monsieur Oberson. Donc mon introduction sera brève, comme ça on rentre directement dans le vif du sujet. Donc le nom de sa conférence va être sur l'œil, le photographe de guerre, l'œil du photographe. Donc on va vraiment parler de la guerre en images. C'est une manière différente d'aborder le thème de la guerre et j'espère que ça va vous plaire. Donc, Monsieur Oberson, son parcours il est à la fois riche et fascinant. Il est intervenant à l'ICES dans notre cours Justice et Migration que nous avons en L3. Il est photographe, il a été consultant auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un observateur attentif des crises humanitaires et des enjeux migratoires à travers le monde. On pourrait presque dire qu'il a vécu plusieurs vies en une seule. Dès l'âge de 22 ans... Ah, bonjour Monsieur Oberson. Bonjour. Dès l'âge de 22 ans, alors que vous étiez encore étudiant, vous avez fait un choix qui a marqué votre parcours. Vous avez décidé dans vos vacances d'été de partir en Yougoslavie. Donc en 1992, le pays est au bord de l'implosion et déchiré par les tensions ethniques grandissantes. Ce voyage, ça a été pour vous une véritable révélation, puisque par la suite, vous avez rejoint le Master de War Studies au King's College de London, amorçant ainsi une trajectoire où l'analyse des conflits, l'observation du terrain et le témoignage par l'image prendront une place centrale. Dès lors, vous sillonnez le monde, de l'Azerbaïdjan à l'Afghanistan, en passant par l'Ukraine et Haïti, menant à la fois des voyages d'observation et des travaux de recherche sur les droits de l'homme et les minorités. Votre regard, affûté par l'expérience et la sensibilité du terrain, se traduit également à travers la photographie. Un choix fort vous distingue, celui de ne pas être attaché à une agence de presse, préservant ainsi votre liberté de regard et d'expression. Pour vous, l'image n'est pas seulement un outil d'information, mais un moyen de raconter l'histoire autrement. De capturer la guerre telle qu'elle est vécue, ressentie, imprimée dans les visages et les paysages. Nous sommes donc tous impatients d'en savoir plus sur votre parcours, vos réalisations et votre vision du monde. L'œil du photographe, c'est le vôtre. Monsieur Oberson, nous vous écoutons. Merci beaucoup, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Alors c'est vraiment un concours de circonstances. Au travers d'une discussion, on m'a parlé de cet événement et donc il se trouve que donc à l'époque j'avais 24 ans en 1992, j'étais étudiant comme vous et tout l'intérêt de cet échange entre nous ce soir, c'est de faire parler l'étudiant que j'étais. Il se trouve que j'ai retrouvé ce que j'avais écrit à l'été 92. Donc c'est quelques pages d'un journal que je n'ai jamais lu à personne. J'avais griffonné des notes sur place et puis mis au propre à mon retour à Paris. Donc bon, c'est un document de quelques pages qui vaut ce qu'il vaut, qui a le principal intérêt d'être écrit par un étudiant qui, avec sa grande naïveté, découvre des choses qui le dépassent. Hein, et bon, ça n'a pas changé aujourd'hui. Enfin, la guerre, c'est un événement qui nous dépasse totalement. Donc, voilà, je vais vous lire ce document parce que bon, c'est l'intérêt, c'est de faire parler l'étudiant d'août 1992. Juste en quelques mots, bon, je vais passer quelques photos. Il se trouve que, bon, à l'époque, je découvrais non seulement la guerre, mais la photographie. Donc, je me suis retrouvé à Sarajevo, je n'avais même pas d'appareil photo. En fait, on m'en a donné un sur place, je vous expliquerai comment tout à l'heure. Et donc, j'ai également retrouvé ce qu'on appelait à l'époque, enfin, ce qu'on appelle toujours pour ceux qui font de la photographie argentique, des planches contact. Donc, j'ai trois planches contact qui sont en fait les trois pellicules photo noir et blanc que la personne dont je vais vous parler tout à l'heure que la personne dont je vais vous parler tout à l'heure m'a donné en août 92 et que j'ai gardé. Voilà, j'étais inscrit dans un master à Paris, à la Sorbonne, de relations internationales et il fallait choisir un sujet. Donc j'avais choisi la guerre en cours
en Yougoslavie, dont on parlait beaucoup dans la presse. Donc, il faut resituer, donc, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas d'Internet, ça n'existait pas. On lisait essentiellement les journaux quand on les lisait, et puis le journal télévisé à la télévision. Donc, on parlait beaucoup, beaucoup de cette guerre à la télévision, en famille. C'était souvent au moment du repas, d'ailleurs, journal télévisé. Et donc, il y avait ce siège qui avait commencé à Sarajevo. La ville était encerclée. Donc, c'était sous Mitterrand. La France avait une certaine présence internationale avec donc un hôpital qu'on appelait à l'époque l'hôpital français parce qu'il était enfin il y avait une aide française assez importante donc à l'hôpital central de Sarajevo, et donc on voyait tous les jours des horreurs à la télévision. Donc j'avais commencé, j'imagine, comme vous, hein, en octobre ou novembre, à travailler sur ce sujet. Alors, en lisant ce que je pouvais trouver, il n'y avait pas grand-chose. Notamment, les livres étaient très peu nombreux. Et donc, il se trouve que ma mère était hôtesse de l'air à Air France et que j'avais des tarifs préférentiels sur des vols. Et donc, alors sans en parler à personne, d'ailleurs mes parents n'ont jamais été au courant, et mon père est décédé depuis, mais ma mère, qui est encore vivante, n'est toujours pas au courant que j'ai fait ce choix étrange d'aller sur place. Donc j'en ai parlé à personne, ni à un ami, ni à personne de ma famille, et j'ai pris donc un billet d'avion, et je suis allé donc d'abord à Budapest, ensuite de Budapest à Zagreb, où on m'avait donné un contact par un ami qui avait un contact à Zagreb d'un journaliste. Et voilà, donc je me suis retrouvé donc en Croatie, et après je pense que le mieux c'est que je lise ce que j'ai écrit à l'époque, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Alors je mets juste donc en route quelques images pour parler avec un petit peu d'images. Alors donc évidemment ces images n'ont aucune qualité artistique puisque je n'y connaissais rien à l'époque, je découvrais vraiment tout, et donc elles ont aussi le mérite d'être brutes de décoffrage, comme on dit. Donc voilà, août 92, Sarajevo. Donc ça c'est la première planche contact. Bon, je vais vous mettre, voilà, par exemple cette planche-là, c'est l'arrivée donc dans la ville par un avion militaire. Par un avion militaire. Donc, je lis le texte en question. Donc, Zagreb. Je suis arrivé de Budapest. Zagreb n'est pas menacé par la guerre. La personne qui pouvait me loger n'est plus là. Une affaire urgente. C'est ce que m'explique un voisin. Personne ne répond lorsque je frappe à la porte. Je vais donc passer la nuit dans un hôtel. Donc finalement, c'était une sorte d'auberge de jeunesse que j'avais trouvée. À l'hôtel, je rencontre un Hollandais, Eric. Il est grand, maigre, les traits allongés. 25 ans, un an de plus que moi. Il est envoyé par une radio pour couvrir le siège de Sarajevo, me dit-il. C'est son baptême du feu. Donc on va prendre un café, un petit déjeuner ensemble, et il tient absolument à ce que je l'accompagne à Sarajevo. Il me promet une carte d'accréditation de l'ONU. Il me dit qu'il peut demander à son patron de faxer les documents nécessaires pour me faire accréditer par son agence de presse. Donc on se retrouve au secrétariat de l'ONU. C'est Yasmila Aragon qui reçoit les documents par fax. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc je suis désormais employé officiellement pour... Ah, on n'entend pas ? Si, on vous entend. Pardon. Alors attendez, oui, donc. Tac, excusez-moi. Donc, voilà. Tac. On vous entend très très bien. Juste poursuivez, on va juste avoir les images des photographies.
Et est-ce que là on voit l'écran? Oui, oui, oui. Mais on vous entend toujours. D'accord, très bien. Donc là c'est donc l'écran en question. Pourquoi est-ce que ça, voilà, là j'agrandis. Donc voilà. On le voit là? Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, donc les planches contact, hein, c'est donc en fait c'est les trois négatifs qu'on m'a donné sur place, comme ça va apparaître bientôt dans le texte. Et donc la première planche contact avec un agrandissement. Voilà. Et donc voilà, donc c'est Yasmila Aragon qui reçoit les documents donc par fax. Donc très calme, sérieuse, Yasmila prépare ma carte plastifiée, donc alors que j'ai retrouvée. Carte donc, de presse ONU avec une photographie en noir et blanc, parce qu'à l'époque, j'avais que des photographies en noir et blanc d'identité. Et donc, elle me prépare cette carte. Donc, elle-même a 35 ans et elle me dit que son père était militant des droits de l'homme. Donc, elle était de nationalité Nicaragua, je crois, et que pendant l'invasion américaine du Panama, il s'est immolé par le feu. Pour aller à Sarajevo, donc encerclé par les troupes serbes, il faut obtenir un droit de passage, nous explique-t-elle, dans un avion cargo militaire. C'est le seul moyen de pouvoir y accéder. Les militaires quittent chaque jour l'aéroport de Zagreb pour acheminer l'aide humanitaire. Mais ils refusent d'embarquer les journalistes s'ils n'ont pas de casque et de gilet pare-balles ou par éclat. Donc le lendemain, je vais avec Eric au bataillon français stationné à l'aéroport de Zagreb, et le colonel accepte de nous fournir 2 gilets par éclat, donc avec à l'intérieur de la poche une notice. Donc on lit la notice et indiqué donc que ça protège contre les munitions de 9, 7,62 et 5,56 mm. Donc dans l'après-midi, nous décollons donc dans le ventre d'un avion du bataillon canadien, un Lockheed C-13. On est seul, à part les 3 hommes d'équipage, dans le cockpit. Il y a une soute, mais pas de siège. Tout l'espace est occupé par les cartons d'aide humanitaire sanglés. Altitude 18 000 mètres. L'avion ne prend pas la route directe, il évite au maximum le territoire bosniaque en guerre, survolant la Croatie par la côte. J'entre dans le poste de pilotage pour regarder à travers les vitres. Un chapelet d'îles s'étend sur la mer Bleue. Une journée splendide. À l'aéroport de Sarajevo, nous sommes pris en charge par Pete, un soldat canadien, qui nous demande de le suivre aussi rapidement que possible. On court jusqu'à un hangar. À l'intérieur, un jeune homme sur une civière, paralysé des jambes. Un bosniaque dans l'attente d'être transféré en Italie. Pete nous accompagne jusqu'au bataillon français entouré de sacs de sable. Il y a aussi des légionnaires. Je vais parler au commandant qui nous autorise à monter dans un véhicule blindé pour aller jusqu'au PTT Building. C'est le quartier général des forces de l'ONU. Mais par contre, il n'a pas l'autorisation de nous acheminer jusqu'au centre-ville de Sarajevo. Donc nous nous arrêtons à un barrage croate. Les soldats ouvrent la portière blindée, on montre nos cartes, ils nous laissent passer. Ils nous disent qu'un journaliste s'est fait tuer il y a 3 jours à cet endroit même. Le véhicule blindé roulait porte ouverte et une balle venue d'on ne sait où. Les soldats referment la porte et nous repartons. Au PTT Building, il y a des soldats hollandais, français et ukrainiens. Eric va serrer la main de ses compatriotes, donc hollandais, puisqu'il était de Friesland. Je monte pendant ce temps-là jusqu'au bureau du chef du bataillon français. Un homme âgé est assis devant la porte. Il attend. C'est un Parisien. Nous lions connaissance. Il est professeur de lycée à la retraite. Il est venu de Paris en voiture. Pour se rendre compte, dit-il par lui-même, de ce qui se passe, parce qu'il ne croit pas ce qu'il lit dans les journaux. Je ne fais pas confiance aux journaux, dit-il. Donc après, j'entre dans le bureau du chef français du bataillon qui s'arrache les cheveux en faisant les 100 pas dans son bureau, en disant qu'il doit prendre une décision au sujet de ce professeur-là qui
il souhaite absolument dormir à l'infirmerie. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, dit-il, ça me dépasse totalement. Et donc, j'en profite pour expliquer que j'ai donc une carte d'accréditation et que j'ai besoin d'un passage jusqu'au centre-ville. Le colonel refuse. Impossible, ce sont les ordres, pas de journalistes dans les véhicules militaires. Donc il faut m'arranger autrement. Au rez-de-chaussée, je rencontre le professeur Gaillard de Médecins du Monde, qui organise le transfert des blessés vers les capitales européennes. Il me présente un collègue qui doit se rendre à l'hôpital d'État du centre-ville. Il propose de nous y conduire en ambulance. Eric donc revient déprimé de sa conversation avec ses compatriotes soldats hollandais qui ne rêvent que de rentrer au pays. Le médecin donc, qui conduit l'ambulance improvisée sans ralentir au croisement, car il nous explique que des snipers sont postés sur les collines qui bordent la route. Nous arrivons donc à Sarajevo. Les rues sont presque vides, quelques habitants apparaissent furtivement. L'hôpital est surnommé l'hôpital français. Sous le porche, un homme assis derrière une table avec des revolvers posés dessus. C'est les armes des visiteurs. Chacune porte une étiquette. Donc il enregistre, en fait, à chaque fois que quelqu'un vient armé, il enregistre les armes. 5 jeunes gens sont assis sur les marches. Je crois qu'il y a une photo juste après, donc je vais passer en même temps les photos, je remettrai tout à l'heure. Donc 5 jeunes gens sont assis sur les marches, ils sont vêtus d'uniformes noirs, ils fument et bavardent calmement en souriant. Dans les mains du plus jeune, un vieux revolver belge, il nous dit que le revolver est belge. Donc on discute, il s'agit de Bioran Kenan, qui connaît quelques mots d'anglais, d'allemand et de russe. Lui et ses compagnons, alors oui, on est passé, je vais vous montrer la photo en question. Voilà. Donc c'est la photo, voilà, lui, excusez-moi, je repasse cette photo-là. Voilà. Donc le groupe en question. Lui et ses compagnons, donc tous armés, ont formé une milice pour défendre la ville. Ils nous disent que ce sont des hommes de Jouka, un ancien chef de bande qui se bat contre les Serbes depuis le début de la guerre. Ces jeunes miliciens portent un badge sur leur veste, une tête de loup. Ce sont donc les Vukovi, les loups. Ils demandent à poser pour une photo. Je suis parti sans appareil photo, mais Eric a le sien. Biorak me tend son arme pour que je l'examine. Il voudrait me faire rencontrer leur chef, Jouka. Tous les quarts d'heure arrive un blessé, touché par balle ou par un éclat d'obus. Un jeune homme de 17 ans, mort pendant son transfert à l'hôpital, arrive avec toute sa famille. Ensuite, une fille qui est blessée. Elle était sortie de chez elle malgré les conseils de son père qui est là aussi en pleurs. Elle est transportée dans une salle d'opération. Un autre blessé arrive dans une voiture particulière, un policier l'aide à marcher. On m'explique que la police parcourt la ville, arrête les voitures pour transporter les blessés à l'hôpital et nettoie le sang sur le sol de la ville pour lutter contre la démoralisation des habitants. Sur le mur du hall de l'hôpital, un poster aux armes de la Bosnie, et c'est écrit « C'est confirmé, nous sommes le 177e membre de l'ONU, résolution de New York, 22 mai 1992, 16h37. » C'était il y a 3 mois. Dans l'hôpital, Luca Grilek, médecin, parle un peu anglais. Elle nous explique qu'elle voudrait terminer sa formation à Londres. Une autre femme, Vesna Genjik, est anesthésiste. Elle me charge de téléphoner à mon retour à Paris à une amie en Angleterre, car c'est impossible d'appeler l'étranger de Sarajevo à moins d'avoir un téléphone satellitaire qui coûte trop cher. Pas de poste non plus, on ne peut pas envoyer de courrier. Quant à l'eau, elle est souvent coupée, sauf à quelques endroits. Je monte au premier étage, une jeune fille me sourit qui est allongée, les 2 jambes amputées. Elle veut partir pour un autre pays pour remarcher à l'aide de prothèses. Elle nous explique que son copain l'a quittée pour aller se battre. Sa meilleure amie est hospitalisée dans une chambre voisine, entourée de sa mère et de son fiancé qui est un village intelligent et doux. Elle aussi sourit, une balle logée dans la colonne vertébrale. Pour le moment, elle est paralysée des jambes. Il fait presque nuit, on me dit qu'il faut aller à l'hôtel Holiday Inn où se réunissent les journalistes qui sont présents dans la ville. Comme il n'y a plus de réception qui fonctionne, on peut dormir où on veut. Dans l'hôtel, on n'a pas besoin de payer quoi que ce soit.
C'est à 600 mètres de l'hôpital. Donc pour y aller, il faut longer des containers installés au croisement et courir pour traverser. Un homme propose de nous y déposer à proximité, donc en voiture. Il s'arrête à 100 mètres de l'entrée et nous montre par où passer en courant jusqu'au porche. L'hôtel est une tour d'environ 10 étages. Des éclats de verre jonchent le sol. Le hall est obscur. Un homme avec une lampe de poche nous accueille. Il remarque le journal que je tiens qui s'appelle Nouvelles de Zagreb en anglais. Il me l'emprunte. C'est un Américain né à Sarajevo qui est venu aider des amis. Puisque l'administration américaine ne l'autorise pas à combattre, il offre ses services de traducteur, interprète au gouvernement bosniaque. Il pousse des exclamations d'écœurement en lisant le journal. Il dit que c'est écrit que les Bosniaques deviendront des islamistes qui obligeront les femmes à porter le voile. Il s'indigne en disant « Le parti nationaliste croate fait le jeu des Serbes pour se partager la Bosnie ». Sur une banquette, un homme d'une quarantaine d'années pianote sur un ordinateur. C'est un Anglais. Il est marié. Il nous explique qu'il est marié, il a 2 enfants et donc il ne quitte jamais son gilet pare-éclat, même à l'intérieur de l'hôtel. Il s'appelle John, c'est le correspondant du journal The Observer. Il y a aussi un journaliste allemand, Leib Eberhard. C'est la nuit. On entend des mortiers. Je monte au 10e étage. Tout est noir. Par les portes des chambres ouvertes, on remarque que la plupart des fenêtres ont leur vitre cassée. Une nuit étoilée. Très belle. Le couloir est obscur. J'entends des chuchotements. Sur une porte chambre 1006, je vois des ombres accroupies près d'une fenêtre. Je finis par distinguer des reflets d'appareils photo et une caméra braquée sur la nuit par la fenêtre ouverte. Il y a aussi le crépitement d'une sorte d'un feu. Des flammes oranges montent assez proches. Elles proviennent des baraquements Tito bombardés il y a une vingtaine de minutes. Les soldats ukrainiens des Nations Unies y logeaient et ont été évacués après la mort d'un des leurs. Sur les collines, des fusées éclairantes retombent dans la nuit. L'artillerie repère les positions. Elles clignotent et disparaissent. Une détonation fait un peu trembler le sol. J'entends des déclencheurs d'appareils photo qui répondent aux tirs sporadiques sur les collines. Des conversations à voix basse. Il y a 7 ou 8 personnes dans la chambre, accroupies pour la plupart. J'entends parler français. C'est quelqu'un qui allume un cigare. Je vois à la flamme du briquet que c'est un jeune homme qui porte un panama sur la tête. Donc j'apprends plus tard que c'est Paul Marchand, qui couvre le conflit depuis 8 semaines. Il a vécu plusieurs années au Liban avant de venir à Sarajevo. Donc à l'époque, Paul Marchand avait 32 ans. Il y a aussi donc un autre journaliste, et Eric lie connaissance avec lui. Ils discutent dans leur langue, donc, vu qu'ils sont tous les deux hollandais. J'apprends plus tard qu'aux yeux de ce journaliste hollandais, Paul Marchand est fou car il prend trop de risques. Je sors dans le couloir plongé dans la pénombre. Une chambre donne sur l'autre côté de l'hôtel, les vitres cassées. En face, la structure décharnée du Parlement yougoslave, bombardée depuis le début de la guerre. Tout est gris, bleu et noir. Au fond du couloir, il y a une veilleuse comme dans une salle de cinéma. La comparaison avec un cinéma n'est pas gratuite car je suis le témoin qui ne prend pas parti, je vois tout de l'extérieur sans rien comprendre. Il y a des bruits de guerre, des tremblements dans l'air. On ne peut pas décrire ça, il faut l'avoir connu. Aussi l'odeur des flammes, tout paraît absurde et incompréhensible. Pour dormir, c'est l'embarras du choix, donc je suis dans une chambre. Dans le hall, le lendemain, Paul Marchand, chaussures pointues façon rocker, parle du correspondant du The Observer qui est toujours avec son gilet pare-éclat en disant il dort avec. Paul est vraiment très étonnant. Il fume un cigare et prépare des dépêches qu'il enverra par satellite. Donc il travaille pour la plupart des journaux et magazines, puisque c'est celui qui couvre avec le plus d'assiduité le siège de Sarajevo. Il me dit qu'il s'est procuré de l'essence et propose de me conduire au palais du gouvernement, où il y a une vingtaine de voitures garées dans le parking souterrain. Non, ça c'est dans le parking souterrain de l'hôtel Holiday Inn. Donc on descend dans le parking de l'hôtel. Les voitures sont pratiquement toutes endommagées. La voiture de Paul est une 4L. Je tiens l'entonnoir tandis qu'il remplit le réservoir.
Eric refuse de nous accompagner. Il est de plus en plus nerveux après ce que lui a dit le journaliste hollandais au sujet de Paul. Donc Paul zigzague entre les trous d'obus qui ponctuent la chaussée. Il me dépose devant le bâtiment du gouvernement, où il y a les représentants du peuple. On me conseille ensuite d'aller à la mairie si je veux plus d'informations. Un bâtiment à 300 mètres. Je traverse la rue en courant. Derrière des sacs de sable, un type me fait signe de longer le mur et il tient une kalachnikov. Il reste 2 pages. Au secrétariat de la mairie, je rencontre le président de la communauté juive de Sarajevo, qui était autrefois nombreuse, me dit-il. Il y a aussi 3 hommes, dont Enes Zlatar, 16 ans, qui parle un peu anglais. Il connaît bien la ville et se propose de me servir de guide. On va dans une école près du quartier général des Vukovi, la milice de Juka. Il y a 45 enfants. L'école est bombardée tous les jours, mais les obus de mortier sont très peu précis, et donc les cours continuent. On se faufile dans les rues, on longe le bâtiment qui est entouré de mines, comme un panneau l'indique. Dans l'école, les enfants sont assis sous un escalier de béton endommagé. Les fenêtres n'ont plus de vitres. Au mur, un portrait de Tito. Une femme qui doit être une enseignante lève le bras en disant en anglais après, avec lui, il n'y avait pas de guerre, en parlant de Tito. C'est dimanche, retour à l'hôtel. J'apprends qu'Éric est parti. Il est retourné au bâtiment des Nations Unies près de l'aéroport. Je m'y rends en voiture. Éric est assis avec des militaires hollandais. Il a pris la décision de s'embarquer dans le prochain avion. Il me laisse son appareil photo et 3 pellicules en noir et blanc. J'apprends que le nouveau commandant des forces de l'ONU, le général égyptien, fait une conférence de presse. J'y vais avec donc Enes, le jeune qui me sert d'interprète. Il y a une vingtaine de journalistes dans la salle. Le général explique: je viens d'un pays en guerre, dans un pays en guerre où je ne peux pas combattre, je suis un soldat qui ne peut que souffrir. Par pitié, ne tirez pas sur nos soldats, ils ne peuvent se défendre. Donc c'est la triste réalité des soldats de l'ONU. Le soir, les journalistes présents m'invitent au seul restaurant ouvert de la ville. L'argent des étrangers le fait fonctionner. C'est le couvre-feu, il y a quelques bougies sur la table. Le restaurant s'appelle Ragusa. Le patron est un ancien du Vietnam, un bosniaque naturalisé américain, Soleiman, moustache et forte carrure. Il y a 2 mois, il a reçu une balle devant chez lui. Son oncle est le chef de la police. Autour de la table, il y a Jérôme Bonny, Rémi Ourdan, un journaliste français, et 2 autres Français, Stéphane et Thierry, qui viennent tourner un documentaire pour le compte d'un écrivain célèbre. Du pain, du vin et des calamars grillés. On parle de l'offensive qui se poursuit. Les Bosniaques veulent établir apparemment une connexion avec l'armée croate. Beaucoup pensent que les chefs croates ont fait un pacte avec les Serbes. Je ne comprends rien de tout cela. Le partage de la Bosnie aurait été décidé. On parle avec une journaliste slovène aussi qui a reçu des éclats dans la jambe. Thierry raconte une fois que quand il travaillait avec elle, elle s'est arrêtée au beau milieu du croisement le plus dangereux de la ville et descendue de voiture pour prendre une photo d'un immeuble bombardé. Excusez-moi, monsieur Oberson. Oui, Alors, merci de nous décrire une réalité qui nous échappe un peu quand on parle de conflit. oui, Cependant, on va devoir passer à un temps de questions. bien sûr, bien sûr. Et donc, je vais vous lancer sur une première question et ensuite, vous aussi, le public, vous pourrez poser des questions. Très bien. Moi, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous racontez la guerre dans votre objectif? C'est-à-dire que ça va simplement passer par des images choquantes comme on l'a vu avec la jeune fille du napalm, ou est-ce que vous voulez vraiment décrire le quotidien que des civils vivent et que nous ne vivons pas? Je vous laisse me Voilà. répondre, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc à ce moment-là, quand j'étais sur place, je voulais rien raconter du tout puisque je n'y comprenais rien moi-même, et donc j'étais le témoin d'une réalité qui me dépassait totalement. C'est par la suite, donc l'année d'après, j'ai découvert la photographie où je me suis formé en Angleterre où je suis resté 3 ans, et après les reportages que j'ai faits, celui que je vous montrerai juste après, en Afghanistan. Pour moi, le but, c'était euh, de, de faire des portraits en prenant le temps, en calant sur la réalité. Donc, en Afghanistan, j'ai décidé d'utiliser une chambre grand format. C'est un appareil à l'ancienne, comme au 19e siècle, une chambre en bois qui nécessite une installation sur un trépied qui oblige à prendre un peu le temps pour
pour installer la confiance. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple de ce genre d'appareil qui est encore utilisé en Afghanistan, puisque dans des villages reculés, ils n'ont donc pas d'internet. Ils ont gardé ces appareils de l'époque de l'Empire britannique, qui leur permet de faire des photos d'identité et de les développer sur place. Voilà des exemples. Donc ça, c'est des chambres grand format. Donc, est-ce que vous voyez l'image de cette chambre grand format en Afghanistan? Oui, oui, on la voit très clairement. Ça ressemble beaucoup à un appareil que vous nous avez montré à l'ICES aussi. Voilà. Donc en fait, Voilà. voilà. Donc ça, c'est donc des photos de photographes qui se déplacent dans les villages et qui font des portraits d'identité avec ce genre d'appareil pour des Afghans qui ont besoin de mettre ces photos sur leur carte d'identité et qui n'ont pas donc accès à des imprimantes. Et donc, voyant que les Afghans utilisent ce genre. Alors là, ils ont aussi des manchons pour pouvoir développer avec la chimie, puisque c'est des photos en noir et blanc, pour pouvoir développer en mettant les bras dans les manchons, comme dans un laboratoire, les photos sur place et donner un quart d'heure plus tard le résultat aux personnes qui ont besoin des photos. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé moi-même ce type d'appareil, là avec mon interprète, voilà. Donc ça, c'est l'appareil que j'avais acheté au Japon, donc évidemment beaucoup plus moderne, mais avec le même esprit, qui utilise des négatifs grand format en noir et blanc. Et le but était donc voilà de caler sur cette réalité et de prendre le temps dans les villages. Donc quand j'allais dans les villages avec ce type d'appareil, voilà, je restais plusieurs heures et s'il y avait des photos de famille, et les gens disaient attendez s'il vous plaît, il y a un cousin qui arrive d'un village à proximité, il veut être aussi sur la photo, donc on attendait le cousin en buvant du thé. Ça permet en fait voilà, d'établir un peu plus de proximité avec les gens photographiés. Donc voilà un peu le descriptif du matériel utilisé. Donc c'est pour ça que même si je fais également des photographies avec un matériel moderne, je continue à utiliser ce matériel-là pour ces raisons. Et donc j'ai pour objectif de retourner en Afghanistan, malgré le changement hein, de régime, pour pouvoir utiliser ce type de matériel et continuer à faire des portraits dans ce pays. Donc je vais vous montrer ensuite brièvement un travail photographique sous 3 angles que j'ai fait en Afghanistan, avec donc ce matériel et aussi 2 autres matériels, donc le 24-36 Leica, donc les films comme ceux que j'avais utilisés à Sarajevo, qui ont un grain un peu plus gros, et puis le digital. Donc là, c'est un petit diaporama qui illustre. Donc là, 2006, un des chefs de la police du Nangarhar au sud de l'Afghanistan, qui était responsable de la sécurité de cette région-là. Donc voilà, les photos datent de 2005, 2006, 2019. Donc 3 Afghans, des jeunes femmes photographiées lors d'une réunion de tribus Pashtun dans le sud. Un jeune homme dans une réunion réservée aux hommes, avec une fleur, comme souvent les jeunes Afghans ont sur leur coiffure. Un jeune homme qui tient le fil d'un cerf-volant, d'un fauteuil improvisé, des fillettes devant le porche d'une maison, un soldat avec sa Kalachnikov, une jeune fille qui avait reçu un cadeau d'un occidental, un, un monsieur qui est venu nous servir du pain, donc c'est le pain afghan qu'il tient dans ses mains. Donc quelqu'un du centre de l'Afghanistan, avec des traits différents donc
tribus des Hazaras qui sont issus de tribus mongoles, de la horde de Gengis Khan, une fillette de la même famille. Et voilà donc des photos que j'ai prises dans le cadre d'une année que j'ai passée à Kaboul en 2018-2019 pour la chaîne de l'Espoir, où j'ai travaillé comme chef de mission pour le programme afghan. Donc j'en profite pour voilà, vous recommander de visiter le site internet de la chaîne de l'Espoir, qui est une ONG française qui continue à aider les Afghans malgré tous les obstacles, hein. C'est des programmes très importants. L'hôpital, qu'on appelle sur place l'hôpital français, compte 1000 intervenants et aide les femmes afghanes et les enfants de familles pauvres, notamment pour des soins chirurgicaux. Donc la chaîne de l'espoir en Afghanistan. Donc voici quelques exemples de patients qui sont venus, donc des enfants donc qui ont subi toutes les violences de la guerre ou des accidents, parfois même domestiques, tombés dans un four à pain, par exemple, brûlures, tout type de pathologie. Cette jeune personne, par exemple, venait pour la première fois à Kaboul d'un village extrêmement reculé, et elle avait 7 ans plus tôt reçu des soins, une broche dans la colonne vertébrale, mais la famille est tellement pauvre qu'elle n'a pas compris il aurait fallu venir retirer la broche quelques mois après, et donc elle est revenue 5 à 6 ans après avec la broche qui a déformé toute sa colonne vertébrale. Une autre jeune femme qui venait d'un autre village très éloigné pour la première fois à Kaboul, parce qu'elle avait des taches de rousseur, et les gens du village disaient que c'était une maladie et qu'il fallait consulter. Donc d'autres, des enfants qui sont nés à l'hôpital, ce jeune garçon qui était monté dans un arbre pour cueillir des cerises, qui s'était cassé le bras. Voilà d'autres exemples. Un moyen de transport pour des familles qui n'ont pas d'autres solutions, c'est de transporter les enfants dans des coffres pour venir à l'hôpital, donc centre-ville. Des femmes qui venaient donc au pavillon des femmes, qui existe toujours, hein. La chaîne de l'espoir continue à travailler malgré tous les problèmes pour aider les femmes afghanes donc à Kaboul. Voilà d'autres terribles accidents dus à la violence dans le pays. Donc des chirurgiens participants au programme franco-afghan qui font des opérations sur place à Kaboul, et aussi des opérations à cœur ouvert. Un très rare cas d'enfants nés avec le crâne joint, le père de ces enfants montrant des radios des deux crânes, un patient retournant chez lui en taxi. Et là, donc, pour terminer, c'est des photographies donc, de la Croix-Rouge, le centre de la Croix-Rouge à Kaboul, qui m'a beaucoup impressionné, puisque ce sont que des handicapés qui travaillent dans ce centre et qui travaillent pour des handicapés. Donc, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes des prothèses pour des gens qui ont subi des violences dues à la guerre. Donc, un centre qui vraiment fait un travail extraordinaire. Donc, un autre exemple d'un handicapé donc, qui continue à travailler comme chauffeur de rickshaw à Jalalabad, que j'avais photographié avec la chambre grand format. Et quelques exemples pour terminer de ce travail à la chambre grand format. Donc ça, c'était sur une des routes de campagne, un Afghan Hazara qui transportait des fourrures sur dos de mulets. Donc une personne âgée rencontrée aussi au détour d'une route, qui portait des lunettes données par un soldat américain et qui transportait du bois. Un autre, voilà, là donc une tribu Pashtun donc en réunion dans un village. Un monsieur qui venait d'acheter pour la première fois une horloge pour la ramener chez lui.
mon interprète Afsar Khan se lavant avant la prière dans une rivière, notre chauffeur Jan Aka qui se brosse les dents, quelqu'un de la sécurité, 3 membres des forces de sécurité, écoutant une radio achetée, un modèle chinois, donc pour se tenir au courant. Et là, c'est des familles dont je parlais tout à l'heure, donc dans les villages où on buvait le thé et on attendait que tout le monde soit là pour prendre les 3 générations ensemble sur la photographie. Voilà, donc et là, donc, pour la dernière, c'est une famille de réfugiés, de déplacés plutôt, de personnes déplacées qui avaient fait presque 400 km pour aller se retrouver dans cette région-là suite aux violences et qui étaient dans l'expectative d'être acceptés dans un camp et ne savaient pas encore où ils pouvaient aller par la suite. Et voilà, donc c'était la dernière photo. Peut-être qu'il vaut mieux garder la suite pour les questions. Alors, Monsieur Berson, je vous remercie encore de nous avoir partagé tous vos clichés. Maintenant, je vais vous poser une question qui n'a pas rapport avec vos photos, mais directement avec votre métier. Aujourd'hui, tout le monde est un photographe en puissance avec la prolifération des smartphones. Oui. Est-ce que vous pensez que dans des conflits comme Gaza, enfin comme sur la bande de Gaza ou en Ukraine, on a vu beaucoup d'images sortir. Est-ce que vous pensez que donc du coup, ces journalistes en puissance font peur aux soldats et les empêchent de commettre quelconques exactions? Je vous laisse me répondre, s'il vous plaît. Je pense que le plus on peut avoir de témoignages, le mieux c'est. C'est le point positif des smartphones, c'est qu'on peut prendre des photos et des vidéos pour témoigner. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, est-ce que ça empêche des exactions? Ça, je ne saurais pas répondre. On peut peut-être l'espérer dans certains cas, mais euh, voilà, on vit maintenant dans un monde tellement compliqué où il y a tellement de manipulation de l'image et des contenus médiatiques que on vit oui, dans des contextes de suspicion généralisée. Et je pense que c'est pas le choix que j'ai fait, mais pour ceux qui font ce métier tous les jours, ça doit être très très éprouvant de devoir justifier constamment leur présence et d'être toujours en but à des suspicions, ce qui n'était pas le cas. Donc, à cette époque dont je vous ai parlé à Sarajevo, pour les photographes que j'ai rencontrés sur place ou les journalistes, bon, euh, tout le monde validait entre guillemets leur présence parce que c'était les seuls à pouvoir en parler. Il n'y avait pas d'autres moyens, il n'y avait pas d'internet, la communication était très difficile, donc c'était leur travail qui permettait de documenter la situation. Alors, plus de téléphones, plus de possibilités de prendre des images, c'est en soi bien. Après, voilà, faut voir après la façon dont c'est utilisé sur certains réseaux et où ça peut être ensuite récupéré pour être manipulé. C'est ce qui me paraît le plus dangereux. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Oberson. On va Je vous en prie. terminer la présentation ici pour passer à la prochaine étape de notre soirée. Donc, je demande à tous d'applaudir Monsieur Oberson, s'il vous plaît. Merci à vous tous. Merci. Merci et bonne journée à vous. À vous aussi. Ah oui, bientôt le jour, oui. J'avais une question, une première. Bon, on va faire quand même la littérature, mais qui dans la salle à main levée veut regarder le film qui commencerait dans environ 20 minutes et qui terminerait dans 1 heure et demie après? Voilà. Ah oui, il y a quand même des. Ouais, ok, vous êtes déterminés. Bon, vous n'êtes pas la majorité, hein. Vous voulez qu'on projette ou pas? Pas beaucoup, hein, 5-6. Hein. Ouais. Bon, on va faire la lecture des textes avec différents étudiants qui vont venir pour les interpréter. On va rebondir dessus juste après et puis on arrêtera là-dessus, on ne projettera pas le film. Donc, on va commencer, on va essayer d'être un peu dynamique.
On va commencer avec Thomas Germont qui va nous parler de Ernst Jünger. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écrivain allemand. Mon général, vous m'accompagnez ou pas du tout? D'accord, eh ben, je vais faire un one-man show, c'est parfait. Merci beaucoup. D'orage d'acier. Tout à coup, nous entendîmes notre dos des froissements rapides. 2 ombres se faufilèrent entre les lignes. Tandis que nous nous préparions à nous jeter sur elles, elles avaient disparu comme par magie. Sitôt après, le tonnerre de 2 grenades dans la tranchée anglaise nous apprit que 2 des nôtres avaient croisé notre route. Nous poursuivîmes notre avance, lentement, à plat ventre. La main de l'aspirant m'agrippa le bras. « Attention, à droite, tout près. Chut, chut. » Et j'entendis aussitôt, à 10 mètres de nous, des frôlements multipliés dans les herbes. Nous avions perdu la direction et rampaient le long des barbelés anglais. L'ennemi avait dû nous repérer et sortait à son tour de ses lignes pour inspecter les approches. On n'oublie pas de tels instants de reptation nocturne. L'œil et l'oreille sont tendus à l'extrême. Le frôlement de pieds inconnus dans l'herbe haute qui se rapproche prend une intensité menaçante. La respiration devient saccadée. Il faut faire un effort pour atténuer son allaitement, sifflant. Un petit claquement métallique. La sûreté du revolver vient d'être amorcée. Ce bruit traverse les nerfs comme un couteau. Les dents grincent sur le cordon de la grenade. Le choc sera bref et meurtrier. On tremble sous l'effet de 2 sentiments contradictoires. L'émotion du chasseur, portée à son comble, et l'angoisse du gibier. On est dans un monde pour soi. Tout imprégné de cet état, d'âme sombre et épouvantable, qui pèse sur le terrain désert. Ce sera la fin du premier extrait, nous allons passer ensuite au second extrait. À ce moment, voici qu'un nouveau sifflement retentit, haut en l'air. Chacun sentit la gorge serrée. Celui-là, c'est pour nous. Puis, un fracas énorme, assourdissant. L'obus s'était abattu juste au milieu de nous. À demi assommé, je me relevai. Dans le grand entonnoir, des bandes de cartouches, de mitrailleuses, allumées par l'explosion, lançaient une lumière d'un rose cru. Elle éclairait la fumée pesante, où se tordait une masse de corps noircis, et les ombres des survivants qui s'enfuyaient dans toutes les directions. En même temps, de nombreux et atroces cris de souffrance et des appels à l'aide s'élevèrent. Cette rotation de la masse sombre, au fond du charbon fumant et rougeoyant, ouvrit durant 1 seconde comme la vision d'un cauchemar infernal. Le plus profond abîme de l'épouvante. Après un instant, où je restais paralysé comme figé par l'horreur, je me levai d'un bond et courus à travers la nuit. C'est seulement dans un trou de but, où j'étais tombé, que je saisis ce qui venait de se passer. Ne plus rien entendre, ne plus rien voir, seulement fuir d'ici jusqu'au fond de l'obscurité. Mais à quoi bon? Il fallait bien m'occuper d'eux. C'est à moi qu'ils étaient confiés. J'entendis l'autre voix. C'est toi qui es le chef de compagnie. Et me contraignit à revenir vers cette scène d'horreur. Je rencontrai en chemin le fusilier Haller, qui s'était emparé de la mitrailleuse près de Regnéville, et l'emmenait. Les blessés poussaient encore leurs cris affreux. Quelques-uns se traînèrent vers moi sur le ventre et gémirent lorsqu'ils reconnurent ma voix. « Mon lieutenant, mon lieutenant !» L'un des bleus que je préférais, Jasinski, à qui un éclat avait fracassé la cuisse et qui se cramponnait à mes jambes. Maudissant mon impuissance à porter secours, je lui tapais l'épaule, désemparé. De tels moments se gravent en nous. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, j'avais presque l'impression d'oublier qu'il est à minuit 30 quand je t'écoute. Est-ce qu'on peut mettre la diapositive s'il vous plaît de la littérature? Et je voulais aussi vous dire, donc on ne va pas lire le dernier passage avec Élie de Saint-Marc.
seulement celui de Sebald après. Merci beaucoup Thomas pour cette lecture, vraiment avec les sentiments, tout était parfait. Et justement, après avoir parlé de photographie, de guerre, ce qui était pas mal, et on avait pensé ça avec David Turtry, c'était de parler de littérature un peu. Littérature, et puis en faisant lire des textes. Quand on entreprend la place de la littérature dans la guerre, ça sous-entend en fait une autre question qui est la place du lyrisme dans la guerre. Le lyrisme, donc tout ce qui est par rapport au sentiment. Et dans cet extrait justement que Thomas nous a lu, on y est pleinement dedans. Donc j'ai lu Junger et je l'ai relu pour ces prises de parole, pas en entier je vous rassure, mais et justement ce qui est incroyable avec Junger, c'est que l'expérience du feu, littéralement, en devient presque sublime. Non pas sublime dans l'idée où quelque chose est formidable, super, mais non, sublime dans d'autres pensées, quelque chose qui nous intrigue et qui nous pose des questions. Pour revenir sur Ernst Junger, quand il commence la guerre, il a 19 ans. Il a 19 ans, il a notre âge, et en réalité, il a vraiment envie d'y aller. Et on peut se poser des questions, mais c'est vraiment l'idée de la fleur au fusil, littéralement. Et donc, il part à la guerre en étant joyeux, et il dit la guerre nous avait saisis comme une ivresse, nous étions de joyeux tirailleurs où le sang giclait sur les fleurs. C'est extrêmement poétique, hein. Mais de l'autre côté, en fait, cette euphorie va très vite se calmer, puisque au bout de quelques mois, il est pris dans les tourments de la guerre, et il l'explique très bien dans ses textes. Junger, c'est un guerrier à la fois impitoyable et qui a en fait cette dualité entre quelqu'un qui combat vraiment comme un adversaire brutal et j'aimerais pas être contre lui, et d'autre part comme quelqu'un qui a une plume et une retranscription des faits qui est vraiment invraisemblable. Mais au fond, je ne suis pas psychanalyste pour dire s'il a une double personnalité, même si je pense un peu, et qu'au fond, il était presque au début de la folie, mais c'est vraiment, si vous avez l'occasion de lire Junger, faites-le, parce qu'au fond, il n'y a personne qui arrive à retranscrire cette même idée. Alors, justement, dans l'extrait que Thomas nous a lu, il y a un moment où il est missionné pour observer une tranchée de nuit tenue par des Anglais, et il se fait repérer. Et littéralement, il a ces mots: l'œil et l'oreille sont tendus au maximum, enfin à l'extrême, le frôlement de pieds dans l'herbe haute qui se rapproche prend une tournure menaçante, la respiration devient saccadée. Et au fond, et c'est pour ça que j'ai posé cette question au tout début, quelle est la place du lyrisme dans la guerre, la place donc des sentiments. C'est une fatigue psychique en réalité qui s'installe, et Junger arrive à très bien la retranscrire dans ces passages. Donc de 1915 à 1918, 1917 c'est à peu près ça, et en 1918 c'est vraiment l'année de l'effervescence pour lui. C'est l'année du pire. C'est pour Junger, c'est littéralement l'orage va se déchaîner, donc orage d'acier. Et il le dit lui-même, c'est le plus profond moment de l'épouvante. Toute sa section est décimée par un obus, et dont lui seul échappe. Et lui-même donc commence à tomber vers la folie. Et je le cite: les lois naturelles semblent suspendues, l'air tremblait comme un jour brûlant de l'été, et ces papillonnements faisaient danser le ci et de là des objets immobiles. Plus loin, le cerveau ne se couronne plus à la réalité qu'à travers les chiffres que me donnait ma montre. Que nous apprend Junger? Junger, dans Orage d'acier, nous apprend une chose, et que c'est vraiment pourquoi j'ai décidé de venir ici à minute 30 pour vous parler de ça, alors que normalement nous devrions tous dormir. Junger nous apprend qu'il y a un salut dans les choses que l'on appose aux événements. Les événements, que ça soit la guerre, et ça s'applique évidemment dans la paix. Parce qu'au fond, quand on est trop dans les dynamismes qui sont à l'œuvre, dans les moments difficiles de la vie, on se dit qu'on est pris par l'engrenage et on n'arrive pas à se placer au-dessus de la mêlée. Et c'est ça, au fond, Junger. Junger, c'est un type qui arrive à être au cœur de l'événement vécu, donc de la guerre, et qui arrive pour autant à le retranscrire. Et donc, c'est de façon poétique, il dit quand le monde nous semble vaciller sur ses bases, un regard posé encore une fois sur une fleur permet de rétablir l'ordre. On dirait presque qu'il tient, comment on dit déjà, un fleuriste, voilà, exactement. Il adore les fleurs. Moi aussi, ça tombe bien. Et au fond, l'autre morale de Junger, c'est l'idée qu'il faut embrasser la difficulté, et c'est presque une vertu chevaleresque pour lui. C'est l'idée que cette difficulté va lui permettre de progresser, et je vous invite aussi à l'embrasser au fur et à mesure de votre vie universitaire quand vous passerez les années à l'ICES.
Et, en conclusion, pour qu'on passe rapidement sur le second texte de Sebald, la littérature de guerre pour Junger est à la fois un témoignage, un moyen de surpasser la guerre. La littérature devient alors un moyen de retranscrire une expérience extrême, une expérience qui, contrairement aux œuvres pacifistes, lui l'exalte et ne condamne pas. Et c'est ça qui est fascinant. Il esthétise la guerre. Et justement, on va voir avec le prochain passage que Sebald, c'est totalement autre chose. Et enfin, troisième point, écrire est à la fois un engagement et un désengagement. Junger ne se contente pas de relater les faits, mais il s'inscrit dans une réflexion qui est bien plus large, celle de la place de l'homme dans le chaos, et celle, j'irai encore plus loin, il développe une philosophie de la brutalité, une philosophie de la guerre. Je vous remercie, on peut passer au second texte. Est-ce qu'on peut mettre la seconde slide juste après, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci Ethan. Il en est de même du passage du silence de l'ange, où le narrateur note que l'on peut dater la destruction en observant la végétation qui a poussé sur les collines de décombres. C'était une question de botanique. Ce moçon de ruines était nu, pour ainsi dire chauve, pierre brute, pans de murs fraîchement arrachés, brutalement entremêlés, pas le moindre brin d'herbe non plus. Alors que, partout ailleurs, des arbres poussaient déjà, de ravissants arbustes dans des chambres à coucher, des cuisines aux foyers ravissants, calcinés aux soufrés rouillés. À Cologne, à la fin de la guerre, le paysage de ruines est par endroits déjà transformé par la végétation qui s'est mise à proliférer. Et les rues se dessinent dans le nouveau paysage, tels de paisibles chemins creux de campagne. À la différence d'aujourd'hui, où les catastrophes se répandent subrepticement, la nature avait à l'époque un pouvoir de régénération, en apparence à l'épreuve des tempêtes de feu. À telle enseigne qu'à l'automne 1943, quelques mois après le grand incendie, de nombreux arbres et buissons de Hambourg, en particulier les marronniers et les lilas, fleurirent une seconde fois. Combien de temps aurait-il fallu si le plan Morgenthau s'était réellement imposé pour que dans tout le pays, les montagnes de ruines se couvrent de forêts? Merci. Merci pour cette belle lecture encore une fois. Ce soir, nous avons de la chance, on parle beaucoup d'arbres et d'arbustes. Et donc, Sebald, comme je le disais, avec Junger, est totalement différent. Sebald apporte une approche littéraire qui va vers la confrontation. La confrontation de quoi? La confrontation du fait que la littérature allemande d'après-guerre ne parle absolument pas de ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour lui, il y a un véritable devoir de mémoire. Sebald, c'est un auteur qui est mort en 2001, donc proche de nous, de notre naissance. Et lui, il travaille sur la mémoire, l'exil et les traces du passé. Donc, un auteur marqué par la Seconde Guerre mondiale, par l'Holocauste, et surtout par la manière dont l'histoire a été occultée, déformée et d'une certaine manière racontée. Son œuvre est imprégnée d'un profond sentiment de mélancolie. Vous imaginez bien qu'on n'en rigole pas trop. Sebald est surtout un homme extrêmement tourmenté par l'histoire et il s'interroge dans la manière dont la littérature peut justement réparer ce préjudice. Et dans le court extrait qu'on a pu entendre de Pierre-Henri Duclos, Sebald s'intéresse à un paradoxe, malgré l'ampleur, et on peut le voir derrière moi, malgré l'ampleur des destructions causées par les bombardements alliés sur les villes allemandes, Dresde, Hambourg, Cologne, la littérature allemande d'après-guerre fait notamment l'occulte, en fait, ce traumatisme. Sebald alors adopte ce ton analytique et qui est à la fois médiatif. Encore une fois, lisez Sebald si vous avez l'occasion, comme Junger, après une bonne nuit de la géopolitique. Et il arrive à mêler cette sorte d'essai, de reportage, puisqu'il prend les photos, il met aussi quelques graphiques, et il analyse donc pourquoi ça a été si peu raconté, et il critique littéralement la littérature allemande, et il essaye de montrer qu'on doit parler de ce passé justement pour faire ce devoir de mémoire. Et que, influencer, qu'est-ce que je raconte? C'est le début de la fatigue là. Comment le traumatisme collectif conduit à un déni et à une esthétisation qui édulcore la souffrance.
Un questionnement donc sur les limites du langage, sur quoi on peut parler. L'une des thèses centrales de Sebald est que la destruction massive, par son ampleur inédite, dépasse souvent la capacité de langage. Et j'en discutais avec M. Oberson pour préparer cette nuit de la géopolitique, et on disait que la photographie, et c'est pour ça que je voulais montrer, a cette possibilité de justement faire transparaître ce que les mots ne peuvent pas. Et même dans l'idée que les mots ne suffisent pas pour dire ce qui s'est passé. Et qu'aurait tendance à soit délaisser certains aspects ou même arriver jusque de la fiction. Donc, pour Sebald, on est vraiment à l'opposé de Junger, et c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on mette ces deux auteurs incroyables l'un comme l'autre, mais qui ont des idées qui ne sont absolument pas les mêmes, ensemble. La littérature, pour Sebald, c'est un lieu de réparation. C'est l'idée de devoir de mémoire pour réussir à surpasser l'horreur vécue, là où les mots peuvent justement aider. Deuxième point, ne pas faire tomber dans l'oubli les souffrances du passé, de l'Holocauste, de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, reconnaître la responsabilité collective pour inciter à une réflexion qui en devient presque critique. Et malgré son constat d'un vide littéraire, donc Sebald essaye d'y remédier en écrivant à sa manière, en mêlant, donc, comme je vous disais, reportage et réflexion. Et pour lui, la littérature doit non seulement témoigner des faits, mais aussi interroger la manière dont ils ont été oubliés. Nous arrivons donc à cette fin de la nuit de la géopolitique. Merci d'avoir été aussi brave. Vous êtes une petite quarantaine. C'était la première, et j'espère que la suite de Politeia pourra faire de même. Et je suis sûr que vous arriverez très bien. Merci beaucoup à tous, et on vous souhaite une très bonne soirée par l'équipe Politeia et en plus de l'ICES. Merci beaucoup.